Journée mondiale de l'enfance, la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougui, séjourne dans la capitale du Nord Kivu, Goma, dans l'est de la RDC, où se tiennent de nombreuses manifestations culturelles pour commémorer l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par 191 pays il y a 24 ans à peine, soit 30 ans après l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Madame Zerougui, qui a commencé sa visite par Kinshasa, devrait se rendre demain à Rutshuru pour continuer l'évaluation de la situation des enfants touchés par les conflits armés et voir les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action signé par le gouvernement visant à mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants par les forces armées, indique un communiqué de l'ONU. J'ai contacté Jean-Pascal Mugaruka, responsable du RENADOC, le réseau national des organisations des droits de l'homme en RDC, pour faire le point sur la situation des enfants dans l'Est, une région où ils sont malmenés par la violence armée depuis de nombreuses années. Vous le savez, beaucoup des enfants ont été déversés et utilisés par des différents groupes armés, ce qui n'a pas fait que les enfants puissent continuer à étudier comme il faut. Beaucoup des enfants sont restés dans la déperdition scolaire, suite au déplacement aussi des déplacés. Et cela n'a pas fait que leurs droits puissent être respectés. Beaucoup d'enfants ont été utilisés dans les groupes armés et il est question maintenant de pouvoir les démobiliser, les réinsérer socialement et pour qu'ils puissent quand même retrouver leurs droits respectés. Alors justement, depuis la défaite du M23, de nombreux groupes armés ont annoncé qu'ils allaient aussi démobiliser. Est-ce que vous avez noté ces derniers jours que des enfants revenaient de certaines régions, de certaines zones où les groupes armés sont actifs ? Oui, dans certaines zones, oui, comme notamment Massif et Walikale, ces mouvements sont encore actifs, mais ils ont manifesté la volonté de pouvoir libérer ces enfants dans un temps record. Nous attendons suivre l'évolution de la situation. Vous avez parlé de l'éducation. Qu'en est-il justement de la poursuite de la scolarité de la plupart de ces enfants dans l'est de la RDC ? Les écoles fonctionnent, sauf que dans les zones qui étaient occupées par les mouvements rebelles pendant une année, vous comprendrez que les écoles n'ont pas fonctionné. Et beaucoup d'enfants sont restés, des milliers d'enfants n'ont pas étudié. Et jusque-là, bien que la guerre a cessé au niveau des zones occupées par les groupes armés, nous espérons que ces enfants, il y a des programmes au niveau de l'éducation du gouvernement qui cherche à pouvoir installer d'abord l'autorité de l'État et réhabiliter les écoles pour que les enfants puissent commencer à étudier convenablement. Mais à l'heure où je vous parle, la situation est encore catastrophique par rapport à l'éducation des enfants. La représentante spéciale de l'ONU sur les enfants et les conflits est aujourd'hui à Goma. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Vraiment, son arrivée nous a donné beaucoup d'espoir afin que cela puisse susciter encore une fois les autorités, comme il y a certaines autorités au niveau du gouvernement qui sont ici présentement à Goma. Et il a échangé avec les autorités et les autorités ont promis de pouvoir récupérer ces enfants qui sont encore dans les groupes armés et pouvoir les réinsérer socialement dans la vie civile. Nous espérons que son arrivée va constituer un soulagement pour la réinsertion socio-éducative des enfants. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, au fait, ce que je peux ajouter, c'est pouvoir vous demander, vous qui êtes là, de faire le plaidoyer, en fait, vraiment, tous les restes du groupe, qui gardent encore des enfants, ils puissent les libérer et qu'on puisse les démobiliser, les réinsérer socialement, afin qu'ils puissent retrouver les chemins de l'école et le milieu vital dans leurs familles respectives. Pour qu'ensemble, nous puissions voir les enfants évoluer normalement dans un état qui se veut démocratique. Jean-Pascal Mugaruka du RENADOC était joint à Goma dans le Nord Kivu. À présent, des témoignages de la rubrique 100 citoyens journalistes en RDC. Pierre Ngoïs, un journaliste Boma va Congo pour la Voix de l'Amérique. Pierre Boma possède au paiement des pensionnés de Boma. Il possède le paiement de la troisième promesse de leur indemnité. Jusque-là, le paiement se tient à l'ancienne résidence du maire de la ville de Boma et de la provinciale de l'INSS. Les pensionnés de Boma sont réjouis et dès que ceci puisse continuer de plus en plus enfin de survivre dans leur foyer.
C'est Olivier Smaïdi Kingembe Kidon, journaliste de l'Ukachi dans la province du Kabanga, en République démocratique du Congo. La situation de l'Ukachi aujourd'hui est surveillée surtout avec la réhabilitation des grandes artères de la place, à savoir la ville Kamanyola au centre-ville et la ville du 24 dans la commune de Kikula. La population s'est réjouie à ce que la circulation aujourd'hui, même par moto, même par véhicule, est devenue un peu bonne qu'auparavant. Autre chose, la population est en train de décrire aussi les coupures intempestives du courant électrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Alors l'usage d'enfants soldats, c'est malheureusement très répandu, y compris en dehors de la LRA, notamment dans la région des Grands Lacs. L'ONU appelle donc la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda à prendre leurs responsabilités. Après l'autodissolution de l'ancienne rébellion congolaise du M23, les Nations Unies demandent à ces trois pays de démobiliser les enfants de ce mouvement. Leïla Zerougui est représentante de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés et elle exprime sa vive préoccupation au micro de Gaëtan Padjeba. C'est une préoccupation majeure. Aussi bien les garçons que les filles. Même les filles, elles sont aussi recrutées dans tous les groupes armés. Malheureusement, c'est vraiment une situation préoccupante. Il faudrait qu'on ait une stratégie, une réponse appropriée pour assurer que ces enfants soient identifiés dans les processus de démobilisation, protégés et qu'ils bénéficient de programmes spéciaux parce qu'ils ont subi des souffrances, ils ont vécu la violence, ils ont été forcés à commettre la violence. Les filles ont été violées de façon systématique. Vous appelez la RDC, l'Ouganda et le Rwanda à prendre leurs responsabilités. Qu'attendez-vous concrètement de ces pays après l'autodissolution du mouvement M23 ? J'insiste sur la responsabilité des pays voisins et notamment les trois pays concernés pour dire que, en tout cas en ce qui concerne les enfants, là aussi, c'est une tendance lourde. Les enfants sont recrutés sur les deux côtés des frontières. Ils sont déplacés d'un pays vers un autre. Absolument important que les enfants qui se trouvent aujourd'hui, que ce soit au Congo, des Congolais au Rwanda ou des Rwandais au Congo, ou bien en Ouganda, puisqu'il y en a aussi. Il faudrait que ces enfants soient identifiés, séparés des adultes et réunifiés avec leurs familles dans leur pays, là où ils disent que leurs familles sont. On n'a pas à dire est-ce qu'il est congolais, est-ce qu'il est rwandais. Et là où sa famille se trouve et elle est autorisée à y vivre, il a le droit de revenir chez lui et il faut les protéger contre les représailles. C'était Leïla Zerougui, représentante de l'ONU pour les enfants dans les conflits armés. Et notre correspondant à Goma nous informe du report hier du procès de 40 militaires des FARDC. À peine son ouverture commencée, les prévenus doivent répondre de viols dans le territoire de Minova, dans le sud Kivu. Des faits qui remontent à l'an dernier, au moment du repli de l'armée face à l'avancée de la rébellion du M23. Le procès a été renvoyé au 4 décembre prochain pour insuffisance de témoins. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En RDC, suite à la défaite des M23 à l'est du pays, l'armée congolaise a lancé un ultimatum aux groupes armés dans la région. 1300 miliciens des groupes Alliance patriotique pour un Congo libre et souverain, ainsi qu'environ 200 Maïmaï et leur chef Totier ont déjà déposé les armes. Le gouvernement présente son plan de désarmement, réintégration et réinsertion sociale pour les anciens membres des groupes armés. Selon le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, ce plan veillera à offrir un accueil digne et mérité aux compatriotes qui acceptent de déposer les armes. Reportage de Joseph Ngoy. À la suite du désarmement volontaire des groupes armés, le gouvernement exprime son entière satisfaction. Il présente son plan de réintégration dans la vie sociale, mais pas automatiquement dans l'armée nationale. Tous ceux qui sont candidats à la reddition, ils sont donc reçus par les forces armées qui travaillent avec la force MONUSCO. Il y a un ramassage des armes qu'ils détenaient auparavant et il y a un entretien pour savoir exactement dans quel secteur de la vie nationale tel ou tel ancien membre d'un groupe armé souhaite s'orienter avec le programme Starek et différents autres programmes initiés au niveau du ministère des Affaires humanitaires. Le gouvernement n'est pas pressé de donner la liste de tous les groupes armés réfractaires sur l'ensemble du pays. Selon Lambert Mende, ce n'est pas encore le moment de l'inventaire. D'après le ministre, l'état-major général des FARDC marquera bientôt la fin de l'ultimatum
ultimatum donné aux groupes armés par des coups de feu dans les zones où resteront encore certaines forces négatives. À noter par ailleurs que le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits a été remis au docteur Denis Mukwege à Paris, le gynécologue congolais engagé qui a fondé l'hôpital de Panzi en RDC où depuis 1999, plus de 40 000 femmes violées ont été opérées et soignées. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, après le raté de la signature du communiqué ou de l'accord de Kampala entre le gouvernement congolais et le M23, on avait annoncé le retour cette semaine de la délégation de Kinshasa et on attendait le ministre congolais des Affaires étrangères. Notre confrère Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu One de Goma, est toujours dans la capitale ougandaise. Avant d'aborder les conséquences de la défaite militaire du M23 pour les groupes armés en RDC, Idrissa Seloudia lui a demandé si Kampala n'était pas maintenant caduque suite au démantèlement du M23. Oui, c'est vraiment important parce que le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, Mary Robinson, qui est l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies et la communauté internationale veulent absolument une solution politique. Et une solution politique explique les conclusions de Kampala. Ici, dans ces conclusions, le M23, même de fait, doit s'engager à ne plus reprendre les armes. Et le gouvernement congolais doit absolument prendre acte de ce que sera leur engagement. Parce qu'ils sont là, et il ne faut pas dire que le M23 n'existe plus. Jamais le M23 n'existe plus comme rébellion. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des groupes armés qui, au vu de ce qui est arrivé au M23, sont maintenant prêts à déposer les armes? Oui, les conséquences commencent d'abord au niveau du M23 lui-même. Parce que après la défaite du M23, le M23 politique s'est scindé en deux. Parmi, il y a l'aile réaliste, dirigée par un certain Kamba Tsogebe, qui est le secrétaire exécutif permanent du M23, qui se dit, maintenant là, on a été vaincu, le gouvernement semble tendre la main de cantonner nos troupes et d'amnistier un jour au cas par cas, alors rentrons. Et les autres groupes en RDC qui sont restés dans la province du Nord Kivu, moi particulièrement sur Radio Kivu 1, nous avons reçu plusieurs SMS, plusieurs demandes d'interviews de groupes qui se disent, comme on a défait le M23 qui avait une réserve immense, plus de 400 tonnes de munitions, et qui sont défaits. Alors, comme ça, les groupes armés, des communautés ou des groupes ethniques qui sont nés à cause du M23 commencent à déposer des armes. Et c'est ce qui s'est passé de Kampala on a suivi tout au long de ces 3 derniers jours, depuis que le gouvernement congolais a dépêché une grande équipe qui a précédé le chef de l'État Joseph Kabila à Goma pour effectivement parler avec ces groupes. Ce n'est pas la fin des groupes armés, puisque le général Didier Etumba, le chef des armées de la RDC, a averti les FDLR et les groupes armés étrangers de absolument disposer des armes, sinon ils vont subir le sort du M23. Voilà ce qui est comme conséquence future, grâce à l'apport surtout de l'avocat d'intervention des Nations Unies. Notre confrère Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu 1 de Goma, qui nous parlait de Kampala. Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com. Pierre Ngoïs, un journaliste bon à Congo pour la Voix de l'Amérique. Pierre Boma possède au pays des pensionnés de Goma. Il possède le pays de la 3e promesse de leur indemnité. Jusque-là, le paiement se tient à l'ancienne résidence du maire de la ville de Boma et de la provinciale de l'INSS. Les pensionnés de Boma sont réjouis et veulent que ceci puisse continuer de plus en plus afin de survivre dans leur foyer. Olivier journaliste d'éducation dans la province du Kabanga, en République démocratique du Congo. La situation d'éducation aujourd'hui est surveillée surtout avec la réhabilitation des grandes artères de la place, à savoir la ville Kamanyola au centre-ville et la ville du 24 dans la commune de Kisila. La population s'est réjouie à ce que la circulation aujourd'hui, même par moto, même par véhicule, est devenue un peu bonne auparavant. Autre chose, la population est en train de décrier aussi les coupures intempestives du courant électrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
2 semaines, tous les regards sont tournés vers la province du Nord Kivu après la défaite du M23. Richard Muyej, le ministre congolais de l'Intérieur, est en tournée dans la région depuis le début de la semaine. Il était hier à Kiwanja et Rutshuru, à 80 km au nord de Goma. Présente à ses côtés, entre autres, une députée nationale de Nyiragongo, Jeanne Boutsitsi, tout émue d'avoir traversé le parc d'Ivirunga. Je suis émotionnée. En traversant le parc, j'ai vu que même les animaux du parc qui avaient fui la guerre, ils sont sur la grande route. Moi, le lit de Nyiragongo a été détruit en même temps que Rutshuru. Nous n'avons jamais organisé un groupe rebelle, mais seulement c'est chez nous où se trouvent les champs de bataille. Nous avons sensibilisé déjà notre population à partir des sites où ils sont, qu'ils puissent quitter le site et rentrer dans leur village parce que c'est à côté de la ville et ne plus rester dans les sites pour qu'ils puissent commencer déjà leurs travaux de champs. Et pour que les déplacés rentrés chez eux puissent cultiver leurs terres, eh bien, le ministre de l'Intérieur a annoncé la distribution de houes et de semences. Et puis les officiels, décidément, se pressent littéralement dans l'est du Congo. Le président Joseph Kabila, qui n'était plus venu depuis 2 ans, était hier à Bunia. Il était attendu aujourd'hui à Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, des défis énormes se posent encore pour le retour des populations dans leur village après la défaite du M23. À Kibumba, au nord de Goma, notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua a constaté qu'il y a encore des réticences. Les populations reviennent timidement dans les villages après la défaite de la rébellion du M23. Des problèmes sérieux se posent encore pour leur réinstallation car plusieurs maisons ont été détruites pendant la guerre. Dans les territoires de Nyiragongo, à Kibumba particulièrement, il n'y a pas de vie. Petit à petit, Cet habitant explique que les gens reviennent petit à petit, mais ils sont dépourvus de tout et les parents ne sont pas en mesure de prendre la charge de leurs enfants à l'école. Qu'est-ce qui justifie cette réticence? L'administrateur du territoire de Nyiragongo, Dominique Bofondo, répond. La guerre traumatise. Il y a eu beaucoup d'affres de guerre et tout ça. Et les enfants sont parfois réticents. Et il n'y a pas seulement que ça, la pauvreté aussi qui serait très criante. Vous savez, les gens qui restaient parfois dans des écoles, dans des camps de déplacés, est-ce qu'ils ont vraiment de moyens pour faire étudier des enfants? Je pense que c'est ici où je dois peut-être demander à nos humanitaires de venir en aide à ces enfants aussi qui sont aussi démunis. La réconciliation et la pacification des entités libérées posent aussi problème. Les habitants qui ont collaboré de loin ou de près avec le M23 sont malmenés et parfois arrêtés par les services de sécurité. Pour Dominique Bofondo, des dispositions nécessaires ont été prises pour son entité. J'ai instruit à tous mes services sécuritaires de ne pas mettre la main sur un collaborateur, soit de M23, soit de CNDP, et de laisser tout le monde calme. Les gens qui ont des problèmes, c'est ceux-là qui ont été installés comme chefs coutumiers par les M23, soit par les CNDP. Ceux-là ont un problème sérieux parce que nous devons, quelles que soient les conditions, installer les ayants droit, les légitimes. Et ceux-là, d'office, ils n'ont qu'à savoir que leur sort serait de quitter là où ils travaillent. Ce n'est pas leur poste, qu'ils laissent le poste aux ayants droit. Les défis sont nombreux et le gouvernement congolais en est conscient. Une délégation gouvernementale séjourne au Nord Kivu depuis bientôt 1 semaine pour faire l'état des lieux. Le ministre de l'Intérieur, Muyej Manguez, est le chef de cette délégation. Il y a des défis de stabilisation, de pacification et de relance. Parce que Goma doit être reconstruit, le Nord Kivu doit être reconstruit. Et nous sommes là avec plusieurs grands officiers. C'est une mission d'évaluation. Le reste, on vous le dira au moment opportun. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, la voix de l'Amérique. Rendons-nous dans le sud de Kivu. La coalition militaire Raïa Mukombozi vient de déposer les armes et renonce ainsi à la lutte armée. Il s'agit d'une coalition composée d'une dizaine de mouvements politico-militaires et de groupes armés basés à Issézia, dans le territoire de Shabunda, à plus de 300 km de la ville de Bukavu. Reportage, Jolie Kamuntu. Le président politique de cette coalition, Daniel Maeshe, note que les Raïa Mukombozi mettent fin à cette lutte armée parce que les raisons qui les ont poussés à prendre les armes sont en ce jour aplanies avec la victoire des forces armées de la RDC sur le mouvement rebelle de M23. Cette victoire a mis fin à l'agression de la RDC à partir de ses voisins, insiste-t-il. Il a été joint au téléphone. Annonçons à l'opinion nationale et internationale qu'à dater de ce jour, nous répondons à l'appel
du président de la République, du gouvernement et de la volonté du peuple congolais de vivre en paix, mettons fin à la lutte armée, étant entendu que, notamment avec la victoire militaire des FARDC sur le M23. Par cet acte haute portée pour un nationalisme, nous exprimons notre ferme volonté de participer à la consolidation de la paix. La coalition Raia Mukombozi déclare attendre les instructions du gouvernement congolais pour son désarmement. Pour les défenseurs des droits de l'homme, cette reddition des groupes armés va énormément aider à améliorer la situation des droits de l'homme. Mais le gouvernement a beaucoup à faire. Jean-Moro Toubibou du groupe Jérémy. Nous pensons que si le gouvernement saute sur cette opportunité d'accompagner cette reddition, que ce ne soit pas seulement des déclarations, mais que notre gouvernement approche rapidement ces groupes armés, qu'il les accompagne dans cette reddition, ça veut dire déposer les armes, libérer les enfants qui sont là-bas, la population va respirer, puisque ça va aider tous ces milliers de déplacés à revenir dans leur village et à continuer à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Du côté de la société civile, on pense que cette décision de la coalition des groupes armés du Sud Kivu est tout simplement une action citoyenne à saluer. Pablo Mouké, membre du bureau de la société civile du Sud Kivu. En fait, c'est depuis longtemps que la société civile s'était investie dans la sensibilisation de ses concitoyens pour qu'ils cessent de prendre l'arme contre le pays. Nous demandons premièrement qu'ils soient accueillis dans des camps de transit. On doit savoir qui peut vouloir faire l'armée, qui peut vouloir rentrer dans la vie civile. Cette coalition a été créée, pour rappel, le 8 juin 2013 et comprend des mouvements tels que Congo Uni pour la paix et l'intégrité, Union des forces révolutionnaires du Congo, Front pour la défense de la vérité des urnes, le Conseil national pour la sauvegarde des acquis de la résistance, les forces populaires congolaises et les groupes armés Ngandu, Maheshe, Mabala, Kindo et Dinja pour ne citer que cela. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, l'affaire fait grand bruit. La générale des carrières et des mines veut vendre sa participation dans la mine de cuivre de Kamoto. Cette décision de la Gécamine, l'un des joyaux de la riche province minière du Katanga, est dénoncée par le Centre Carter qui estime que l'offre se fait en deçà de la valeur réelle. Les Congolais seraient donc lésés, ce que dément le président du conseil d'administration de la Gécamine. Voici les précisions d'Elisabeth Keysens, en charge de la gouvernance minière en RDC pour le Centre Carter. La Gécamine souhaite vendre des participations dans des entreprises de partenariat à des investisseurs et en fait ne fait pas de bonne évaluation de la valeur de cet actif, ne fait pas d'appel d'offres strictement vraiment ouverts qui permettent d'avoir le meilleur prix pour l'actif qui est vendu. Comme il n'y a pas d'appel d'offres qui est vraiment transparent et vraiment public, la République démocratique du Congo perd pas mal d'argent en vendant des actifs à travers des procédures de cette façon. Cela semble suivre un peu la même voie que d'autres ventes qui se sont passées les dernières années, où la RDC a perdu pas mal d'argent, c'est-à-dire plus d'1 milliard de dollars. Pourtant, le président du conseil d'administration de la Gécamine, Albert Yuma Mulumbi, défend toute mauvaise intention dans cette vente des 20% de la Gécamine. Selon ses déclarations, il y a eu un appel d'offres ouvert qui a impliqué une grande série d'entreprises. Toutefois, il semble qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt qui a été suscité. Et ce qui est étrange, c'est que nous n'avons pas vu publiquement cet appel d'offres dont il parle. Et surtout, lors des déclarations, on essaye de minimiser la valeur de l'actif déjà d'avance, ce qui est un peu étrange lors d'un appel d'offres. En principe, lorsqu'on veut vendre un actif, on essaye d'avoir le meilleur prix. Par ailleurs, et c'est là que tout le débat a été suscité, malgré la référence à un appel d'offres, en fait, même le gouvernement ne semble pas avoir été informé comme il se doit de l'appel d'offres qui était déjà en cours. Malgré les déclarations du président Yuma, il semble que d'autres acteurs qui auraient dû être au courant, notamment le gouvernement, notamment le ministère des Mines, notamment la prémature de la RDC, ne semblaient pas dûment informés de ce processus en cours. Que faut-il penser de la suspension en avril dernier de la RDC par l'initiative concernant la transparence dans les industries extractives? Cette suspension a été perçue comme une mauvaise nouvelle, mais en fait, il y a eu des efforts au niveau du gouvernement pour accroître la transparence. Et on voit qu'il reste des zones qui sont plus difficiles que d'autres. Et en fait, la déclaration vient dans ce cadre-là. C'est de dire que les efforts qui sont déjà livrés au niveau du gouvernement devraient s'étendre aux entreprises étatiques comme la Gécamine. Et en fait, on devrait étendre ce processus qui est positif, qui est d'ailleurs reconnu par l'ITIE au niveau international. Ces bons développements sont reconnus et sont présents
on voudrait que ça s'étende à la gestion des transactions, à la gestion des recettes des entreprises étatiques. Donc cette suspension, on espère, on est toujours dans le processus, on essaye de lever cette suspension et on craint que des nouvelles transactions qui se passeraient de façon opaque mettent à nouveau en péril la pleine participation de la RDC au processus délicieux. Elisabeth Kessens du Centre Carter était jointe à Kinshasa. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet. Charlie Kasereka pour 100 citoyens journalistes Ville de Goma. Une forte délégation des ministres nationaux séjourne depuis 5 jours ici à Goma. Cette délégation qui est conduite par les ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières Richard Mouyej Manguez s'est rendu à Rutshuru à plus de 75 km au nord de Goma, 2 semaines seulement après la libération de cette zone par les FARDC aux mains des rebelles du M23. Cette visite entre dans le cadre des réconforts moral de la population de cette partie de la province du Nord Kivu qui a passé plus d'1 année et demie sous le règne de l'ex-rébellion du M23. 10 000 roues seront distribuées pour permettre à cette population de reprendre les chemins des champs et plus de 12 tonnes de médicaments qui seront distribués dans tous les centres hospitaliers de ces coins ont été aussi distribués. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a insisté sur la cohabitation et l'amour entre les différentes communautés vivant dans ces territoires riches en produits vivriers. Peter Chava Kaledi pour la Voix de l'Amérique. L'actualité à Kaledi, c'est cette libération de 27 prisonniers, dont 12 civils et 15 militaires à la prison centrale de Kaledi. Ces prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle du président Joseph Kabila Kabange et une recommandation de concertation nationale qui se sont tenues dernièrement à Kinshasa. Cette libération de ces prisonniers a eu lieu en présence de plusieurs autorités judiciaires ainsi que autorités politico-administratives de la place. Les prisonniers, ce sont ceux qui ont passé plus d'années à la prison centrale de Kaledi, qui ont été payés pour des infractions qualifiées par la justice, des infractions de l'île. Il faudra signaler tout de même que cette grâce présidentielle n'a pas concerné les prisonniers qui ont été arrêtés pour viol, pour assassinat, meurtre, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État.